République, dès le 15 mai, déclenche l'inspection générale de l'État. Bon, le premier ordre de mission est changé et est parti le 30 mai, mais en réalité, ils étaient déjà sur les braises ardentes. Et lui-même, Alain Ndiaye, saisit le secrétaire général du gouvernement le 8 mai 2012, au fin de vérifier la matérialité, je cite, la matérialité et les références des décrets d'approbation des deux contrats. Parce que si les contrats, la loi prescrit que les contrats, une fois signés, approuvés par le président de la République, au bas de la dernière page du contrat, doivent être approuvés par décret. Or, lui, il veut vérifier qu'effectivement, il n'y a pas de décret. Vous savez, s'il y avait un décret, ces services auraient, le ministère de l'Énergie aurait les décrets entre les mains. Comme il ne l'a pas, mais il veut s'assurer, il écrit au secrétaire général du gouvernement. Et il fait de même. Il sait très bien que s'il y avait un avis du ministre de l'Économie et des Finances, ce serait le ministère de l'Énergie qui aurait demandé l'avis. Il sait très bien que le ministre de l'Énergie n'a pas demandé d'avis. Mais il écrit quand même au ministre de l'Économie pour lui dire « Est-ce que par hasard vous auriez donné votre avis ?» Le ministre de l'Économie et des Finances répond par une lettre en date du 16 mai pour lui dire que non, notre avis n'a pas été demandé sur la question. Donc ça clôt ici. Pour lui, Alain, ça clôt le débat. Ces permis sont illégaux. Il le sait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il fait un revirement. Pourquoi il fait un revirement? Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il a eu à rencontrer un certain Aliou Sall. Entre le 8 mai et le 17 mai, date où Aliou Sall lui écrit, ils se sont rencontrés, ils ont causé. Et ce qui dit qu'ils se sont rencontrés, ils ont causé, c'est les termes même de la lettre d'Aliou Sall, qui dit « Je vous envoie le dossier requis, complémentaire, requis par vos soins. » Les qu'ils sont assis, ils ont dit ton dossier là, non, mais après que le contrat ait été signé. C'est des dossiers qui auraient dû être préalables et partie intégrante avant la signature du contrat. Il dit non, ton dossier là, je vais envoyer mon mortalité. Qu'aucune évaluation n'a pas été faite, que Timis n'a pas les capacités techniques et financières, que Timis a été accusée indirectement par Tullow Oil d'avoir réussi là où elle n'a pas réussi parce qu'elle a cédé aux malversations. Une brochure de présentation de Timis Corporation, actionnaire leader, notez bien ça, actionnaire leader et non la maison mère, car Timis Corp ne possède que 10%. On ne peut pas être maison mère quand on n'a que 10%. On est actionnaire leader et même ils le disent. Mais surtout, ce qui est plus grave, ils disent les fiches de demande de renseignement, les fiches de permis, de demande de permis renseignés. C'est-à-dire que c'est après qu'on a octroyé le permis de Saint-Louis Offshore et de Kayar Offshore que les fiches de demande pour ces mêmes permis sont renseignées. Le 15, et la loi est très claire, hein. Tout ça c'est totalement illégal, c'est du faux. C'est du rafistolage pour essayer de rendre illégal ce qui est totalement illégal. 1 mois et demi après l'arrivée de Macky Sall au pouvoir. 1 mois et demi. Le 15 juin, le 5 et 11 juin, Ali Ndiaye signe des rapports de présentation pour approuver les 2 CRPP. Et ce qui est curieux dans ces rapports, et qui montre la volonté manifeste, mais la volonté totale de flouer le Sénégal et les Sénégalais, c'est que cette fois-ci, au lieu de faire intervenir Timis Corporation, dont ils ont dit au moment de la signature du contrat que c'était l'actionnaire leader, ils vont faire venir une société Petro-Asia.
Pourquoi? Pourquoi ils ont fait cette opération qui a l'air banale? En aucun moment, dans aucun dossier, il y a Petro-Asia. Puis soudain, au moment des décrets de présentation, il y a Petro-Asia. Parce qu'à l'époque, il y avait la chasse à la CRI, à toutes sortes de... Tout le monde était vigilant. Et je suis sûr que dans le gouvernement, parmi les gens qui étaient au conseil, qui devaient signer, ils allaient vérifier peut-être, ils avaient peur que les gens vérifient peut-être par Internet, tapent Timis Corporation et voient que Timis, décidément, il est mêlé à trop de choses en Afrique, que son nom est sulfureux. Donc, ils ont écarté Timis Corporation provisoirement pour créer une Petro-Asia le 6 mars, lui faire signer, pour mettre son nom dans Petro-Asia n'existe pas, n'a aucune compétence. Pour faire signer les 2 décrets de présentation, et après, plus tard, Petro-Asia va disparaître comme on le verra. Le plus grave, c'est que, mesdames, messieurs, les gens disent que le président a oublié le rapport de l'IGE, il ne l'a pas reçu. Il ne pouvait pas le recevoir. Il ne voudra jamais le recevoir. Parce qu'il a posé tellement d'actes graves dans cette affaire qu'il vaut mieux brûler le rapport de l'IGE que de le recevoir. L'autre acte grave, c'est qu'en 2012, 5 juin, on a signé les décrets d'approbation. Mais dans le contrat qui était déjà signé, qu'il ne pouvait pas modifier, il y avait une période initiale de recherche de 2 ans. Mesdames, Messieurs les journalistes, je sais que c'est long, mais je sais que beaucoup n'ont pas lu le livre, et je veux insister sur cette séquence qui est fondamentale pour que vous compreniez. Et pour que plus jamais les gens ne vous entraînent dans des histoires de « oui, c'est un aigri, de Fatangol, et voilà les faits. » Qu'ils apportent d'autres faits, qu'ils vous présentent d'autres faits, ou qu'ils vous disent que c'est des faits que j'ai inventés. Mais ces faits-là, tels qu'ils se passent, vous interpellent plus peut-être que ce qu'ils m'interpellent, pour le rôle que vous avez joué. Pour le rôle que vous pouvez jouer à éclairer la conscience des Sénégalais, parce que, encore une fois, dans l'histoire du Sénégal, maintenant et peut-être d'ici 200 ans, il n'y aura jamais une corruption aussi grave. 13 août 2013, 1 an après, 1 an, ils prennent 2 autres décrets pour chacun des blocs, Saint-Louis offshore et Kayar offshore. Pourquoi faire? Parce que dans le contrat signé, la période initiale, c'est-à-dire la période durant laquelle Timis devrait faire des sismiques 3D et faire éventuellement un puits de forage, cette période était de 2 ans. Or, Timis, comme l'ont dit tous les agents de Petrosen qui ont été dûment interrogés par l'inspection générale d'État, qui ont signé des rapports d'audition, Timis n'a aucune intention de faire des forages. Ils ont l'intention de spéculer. Il n'a ni les moyens, je dis ici Timis, mais Petro-Tim, c'est Petro-Tim. Petro-Tim n'a ni les moyens techniques, ni les capacités financières de faire ce travail. Elle a acquis ses permis pour pouvoir les revendre et spéculer. Or, 2 ans, c'est court. Puisque 2 ans, c'est court, 1 an, c'est déjà écoulé, il reste 1 an, il leur faut prolonger cette période initiale. Et c'est Macky Sall à nouveau et Ali Ngouille à nouveau qui viennent à la rescousse, non pas du Sénégal, non pas des intérêts du Sénégal, mais de Timis et de Petro-Tim. En faisant quoi? En prolongeant la période initiale, sans raison valable. C'est-à-dire que si même ces gens avaient engagé les travaux, avaient commencé des dépenses, mais qu'il ne restait peu de temps pour terminer, on peut dire, non, puisqu'ils ont commencé, ils ont déjà investi, il y a des choses intéressantes, ils ne peuvent pas terminer en 1 an, on leur prolonge encore d'1 année. On évalue objectivement la période qui leur reste, on leur permet de terminer. Mais ils n'ont pas bougé. Ils n'ont pas bougé.
Macky Sall, Aly Ngouille Ndiaye le prolonge sans raison valable. Pourquoi? Ndax mag dina fecc yàlla ne en 2014 quand arrive Cosmos, si il n'avait pas prolongé ça, Timis était dehors, Petro-Tim était dehors, et l'État du Sénégal négocie directement avec Cosmos. Je répète, en 2014, pour dire le mensonge d'État qu'on tisse sur cette affaire et que répètent des mercenaires payés pour brouiller les Sénégalais et faire croire que nous sommes contre l'intérêt du Sénégal, alors que ceux qui sont contre l'intérêt du Sénégal, qui ont déjà vendu le Sénégal, sont là et ont signé le acte. Deuxième chose, parmi les éléments nouveaux que le livre décrit, c'est que l'affaire Timis est beaucoup plus complexe que l'opinion ne se l'imagine. Et c'est là où les gens parlent de secret d'État, etc. Parce qu'on voit bien quels sont les véritables acteurs derrière cette affaire-là. Arrivé un moment, Cosmos ne voulait plus de Timis. L'État du Sénégal ne voulait plus de Timis. Personne ne voulait plus de Timis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans ces conditions, essayer de faire sortir Timis. Mais Timis, qui attendait le moment de vendre au bon prix, on a découvert beaucoup de gaz. Son affaire est extrêmement juteuse, c'est 30%, commence à spéculer. BP Cosmos veulent le faire sortir, lui font une offre, 0,4%, 100 millions de dollars cash pour partir, et 0,4% de royalties. C'est-à-dire, chaque jour, sur la production de gaz de Saint-Louis Offshore et de Caire Offshore, on proposait à l'époque à Timis de prendre 0,4% pour quelqu'un qui n'a rien apporté au Sénégal. Timis n'est pas d'accord avec cette proposition, malgré qu'elle est absolument ahurissante. Mais un spéculateur n'est pas un spéculateur pour s'arrêter au moment de réaliser son deal et de dire oui, il refuse et il commence à manœuvrer. Et j'explique dans le livre comment le Premier ministre a pris les affaires en main pour aider Timis. Comment le président de la République lui-même est intervenu pour aider Timis. Et comment, à coup de manœuvre, en faisant venir d'autres sociétés comme Exxon, ou en menaçant de faire venir d'autres sociétés comme Gazprom pour acheter les 30% qui restent de Timis, alors que BP et Cosmos ne veulent pas se retrouver avec Exxon ou avec Gazprom, mais se retrouver entre elles seules, entre BP et Cosmos, et étaient prêts à payer. Comment la culbute financière, comme on dit trivialement dans le milieu des affaires, est passée à 350 millions de dollars. Vous vous souviendrez, quand on disait que Timis est parti, le président qui aime bien dire que Momo def le code de la transparence, Momo l'ITE, publier ce que vous payez, tout ce que les gens payent est publié dans la rue. Au moment où Timis partait en mai 2012, ils ne vous ont jamais dit que Timis est parti d'abord avec 250 millions de dollars cash, puis 50 millions de dollars pour tout puits d'exploration qui est foré avec succès dans un des deux blocs Saint-Louis offshore profond et Caire offshore profond en concurrence de 2 puits au maximum. Conditions qui ont été satisfaites depuis. J'y reviendrai. Des royalties qui ont été illégalement mis dans un accord, soi-disant secret, et c'est là où le président dit parfois, oui, c'était un accord entre deux compagnies, ça peut être secret. Totalement faux. Parce que quand on envoie ce document à l'approbation du ministre le 20 avril,
et au DG, le ministre c'était moi à l'époque, et au DG de Petrosen, c'est pour que éventuellement l'État puisse acheter aux mêmes conditions que BP veut acheter, que BP et Cosmos veulent acheter, ce qu'on appelle le droit de préemption. Et pour exercer une préemption, l'État a exactement le droit de savoir exactement quelles sont les conditions de vente de Tunis à BP et Cosmos. Donc ça ne peut pas être secret. Le ministre doit approuver cette transaction. Comment peut-on approuver une transaction dont une partie est secrète et demain, s'il y a un litige devant les tribunaux, votre responsabilité est engagée sur une partie qui comporte des clauses qui peuvent vous emporter totalement faux. Mais ils l'ont fait exprès pour tenir non informé le ministre que j'étais qui montrait des velléités et les autres responsables. Donc, moi je reçois ça le 20 avril 2017. Suivez bien cette séquence parce que c'est la séquence qui mène à la démission. Et tous ceux qui disent que je n'ai pas démissionné et qui essaient de spéculer autour de la démission veulent éviter de poser le vrai débat. Les conditions dans lesquelles se sont déroulées les négociations ne m'agréaient pas. Alors, cette petite parenthèse pour dire à tous ceux qui se répandent dans la presse, dans les réseaux sociaux, pour dire que Thiago Sall les wax, mais c'était en 2013. Je me fais convoquer par le premier ministre de l'époque, Abdoul Mbaye, qui me dit, le président dit que si tu ne signes pas, on va te virer. 2013, je le dis dans le livre. Et Abdoul Mbaye me dit, le président dit que si vous ne signez pas, on va vous virer. Je lui dis, prêtez-moi une feuille, je vais faire, je vais démissionner. C'était en 2013. Abdoul Mbaye a quitté le gouvernement en 2013. Et Abdoul Mbaye l'a confirmé récemment au micro de Dakaractu. Dakaractu est quelque part. Vous pouvez aller chercher les archives après le livre. Et il a dit dans son livre Servir à la page 95, il fait allusion à cette rencontre qu'on a eue. Et c'est ce jour-là qu'il m'a dit, effectivement, que je vois qu'on peut faire de la politique avec des valeurs dans ce pays. Donc, et je pense qu'après la sortie du livre, c'est l'une des voix autorisées qui a fait un témoignage. On reviendra sur l'autre voix. Je vais accélérer un peu Fond Roche. Il y avait plusieurs offres. Fingé de Khamé, mesdames, messieurs les journalistes, puisque je présume que les autres ne sont pas là. Fingé de Khamé, pourquoi ce pays ne se lèvera jamais si ce sont ces gens-là qui continuent à nous diriger, qui s'appellent Macky Sall et tous ceux qui sont avec lui dans le gouvernement et tous ceux qui ont accepté de le rejoindre en pleine connaissance de cause de ce qui se passe dans ce pays.